Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette table ronde qui va être consacrée à la formation et aux questions des talents qui vont eh bien, travailler dans les startups, intégrer ces spin-offs. Donc bonjour à toutes et tous. Voilà, on est très content d'être avec vous aujourd'hui dans ce contexte un peu particulier. Alors je vais tout de suite présenter nos intervenants, nos collègues qui sont avec nous. Donc on aura 3 intervenants qui sont sur le plateau avec nous et puis un collègue que je salue tout de suite, Robert. Robert, on va commencer par toi qui est en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous, Robert. Donc l'idée, c'est que je vais te laisser commencer. Et puis, je vais donc dire quelques mots pour introduire cette table ronde. Donc, l'objectif, c'est de s'interroger dans la continuité sur la question des talents, de la formation de ces talents et des personnes autour des startups. Donc, on a passé une période sur ces dernières années où, j'allais dire, surtout en France, dans la constitution de l'écosystème, l'une des questions principales était la technologie, le financement. Et aujourd'hui, on comprend que ce qui va faire réussir ou non un projet, c'est essentiellement les femmes et les hommes qui vont constituer ce projet-là. Et donc, l'objectif, c'est de s'interroger avec vous pour savoir est-ce qu'on peut les former, est-ce qu'on peut les accompagner, est-ce qu'on peut les coacher, comment est-ce qu'on peut aider à cette création, comment est-ce qu'on peut aider à ces questions de matching. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'autour de 25-30 minutes, on échange là-dessus. Et puis surtout, pour le public qui est en ligne, n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Moi, je les recevrai en direct sur l'image et je pourrai les retransmettre. Robert, donc je vais te donner la parole. Tu es le CEO et le cofondateur de Deep Tech Founders. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu te positionnes dans cette chaîne de valeur sur l'accompagnement des entrepreneurs? Et puis, voilà, en 2-3 minutes, nous donner quelques retours d'expérience et puis on pourra échanger par la suite. Oui, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Désolé de ne pas être là physiquement avec vous. J'ai des contraintes. Vous allez faire des radios. Voilà, ça m'empêche d'être là. Alors, Deep Tech Founders, peut-être pour un petit rappel, donc c'est un programme d'accélération et d'accompagnement de scientifiques qui souhaitent créer leur startup ou qui ont déjà créé leur startup. Donc, en fait, on accompagne de l'antécréation jusqu'à la préparation de la série A. C'est un programme qui existe depuis 2 ans maintenant. On a 4 promos qui sont déjà passés par le programme. La 5e est en cours. 100 équipes, plus de 250 chercheurs et entrepreneurs ont suivi le programme. Les 12 premières startups qui ont été créées depuis février 2019 ont levé un peu plus de 30 millions d'euros, embauché 100 personnes. Et puis, il y en a énormément d'autres qui sont en train de se créer et de se lancer suite aux différentes promos. C'est un programme de 6 mois qui principalement repose sur le retour d'expérience d'entrepreneurs de la deep tech qui viennent partager l'ensemble des opportunités et des problématiques qu'ils ont eu à résoudre lorsqu'ils ont lancé, développé et toujours continué à développer leur entreprise jusqu'à l'exit, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Alors nous, on a plusieurs profils en fait qui nous rejoignent au sein de Deep Tech Founders. On a, je dirais, le premier profil historiquement, c'était le chercheur au sein d'un laboratoire de recherche, qui soit académique ou privé, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de différence, que ce soit dans le laboratoire de recherche universitaire ou privé d'un grand groupe, qui se pose la question de, tiens, j'ai une invention, je souhaiterais la valoriser, j'entends parler de la valorisation par la création de start-up. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Comment ça va développer? Et donc ces gens-là, on va les accompagner sur une réflexion. D'abord, on va leur apprendre, on va leur faire comprendre ce que c'est par les retours d'expérience de leur pairs, ce que c'est qu'une startup, une vraie startup, pas quelque chose qui a une trajectoire d'hypercroissance. Ce que ça veut dire de développer un produit à partir d'une technologie. Donc il y a déjà une différence entre les deux. Donc c'est vraiment de l'acculturation et bien comprendre du vocabulaire, tout un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Et puis aussi, c'est pour ces personnes, c'est les accompagner dans aujourd'hui, je suis chercheur, j'ai une certaine activité, j'ai mes passions, je fais des choses parce que c'est ça qui m'anime. Maintenant, demain, si je deviens entrepreneur, quel que soit le rôle que je vais avoir, comment va être mon quotidien? Et est-ce que ce nouveau quotidien correspond à ce que j'ai envie de faire? Donc il y a un vrai travail de se poser les questions de qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur, et que ce soit CEO, enfin président, directeur général, directeur technique, directeur scientifique, à quoi correspondent ces rôles et comment est-ce que moi je vais me projeter là-dedans. Et on les met en pratique, on fait en sorte qu'ils soient dans la formation par l'action pour qu'ils se rendent compte si ce sont des choses qui vont leur plaire ou pas. Et là, on a eu de tout. On a eu des scientifiques qui sont venus en disant je veux être le CEO parce que c'est mon bébé et ça ne peut pas être autre personne que moi, qui finissent en disant bah non, en fait, je suis très heureux dans le labo et ce que je veux faire, c'est
créer plusieurs startups ou au moins une à partir de ma recherche et donc trouver une équipe qui va le faire. Mais on a aussi des gens qui sont venus en me disant non, non, moi, vous comprenez, ma passion, c'est la recherche, j'y connais rien à l'entrepreneuriat, ce que je veux, c'est trouver une équipe et ça les rend très heureux. Et puis d'autres qui ont cette posture aussi très humble en disant je ne serai pas le CEO. Vous savez, moi, j'y connais rien, mais qui en fait derrière ont monté un institut, ont levé 25 millions d'euros pour financer l'institut, ont une vingtaine d'entrepreneurs, de partenariats déjà avec des industriels, qui en fait feraient un super CEO et qui parfois se disent bon, bah, finalement, je vais sauter le bar. Donc au niveau de ces profils, on a tout ce qui est possible. On a aussi un autre type de profil qui sont des gens qui veulent rejoindre des startups et qui ont plutôt un passé industriel ou conseil, sans forcément, qui peuvent avoir une formation scientifique, mais qui sont partis de la science et qui, eux, veulent rejoindre une startup. Alors là, on est obligé de faire une formation des deux côtés. Parce qu'en fait, si on n'a pas formé l'équipe de scientifiques et celui qui sera le porteur ou celle qui sera le porteur de projet, on a un vrai problème de clash de culture. Parce que les scientifiques se disent, c'est moi qui apporte la valeur, donc je mérite 80-90% de la valeur de ce qui va être créé. Et puis les entrepreneurs, ceux qui vont se lancer à temps plein dans l'aventure, vont se dire, attendez, moi je prends tous les risques, donc c'est à moi que revient 80-90% de la valeur. Et au milieu, on a les fonds qui font un peu le juge de paix, mais qui préfèrent que la situation soit claire. Donc dans ce genre de situation, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des gens qui cherchent des projets avec des équipes qui ont des technologies et on les fait travailler ensemble. Premièrement, parce que c'est un fit humain qui doit avoir lieu. On les forme ensemble pour qu'ils aient un langage commun et qu'ils comprennent comment est-ce qu'on se partage une valeur. Et on les fait travailler concrètement sur des aspects de la création d'entreprise pour qu'ils puissent découvrir s'ils ont une vision commune, ce qui est le plus important, et s'ils ont envie de traverser 7 à 8 ans de développement et de galère ensemble, parce que c'est en gros le temps minimum pour savoir si ça marche en deep tech. Si ça marche pas, on le sait beaucoup plus vite généralement, mais on ne sait si ça marche qu'après 8 ans. Voilà synthétiquement un premier retour. Merci beaucoup, Robert. On va revenir sur les questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc à Anne Mascaretti. Donc Anne, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec Merci nous à vous. aujourd'hui. Donc tu es ce qu'on dirait, alors je ne sais pas si c'est un gros mot, mais une chasseuse de tête. Ouais, c'est pas Une très joli. chasseuse, alors je Pas ne dis très pas joli. si on dit une chasseuse de talent, On va mais dire, donc, oui. tu vas retrouver des personnes essentiellement dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton activité? Et puis aussi, si tu es là aujourd'hui, c'est pas simplement par cette étiquette, mais c'est aussi parce que tu coaches, tu Mmh. accompagnes, tu formes les talents que tu recrutes. Donc, Mmh. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette occasion. Oui, alors effectivement, je représente aujourd'hui le cabinet HTI. On l'a vu très bien ce matin, d'ailleurs, il y avait un workshop sur la corporate governance. Il y avait tout à l'heure, cet après-midi, on en a reparlé. L'équipe, elle est clé dans une entreprise et dans une start-up. La techno, elle est très très souvent superbe, mais ce qui fait la vraie différence, que ce soit au niveau des fonds, enfin des investisseurs, et au niveau de la crédibilité, c'est bien sûr c'est l'équipe. Donc en fait, il est particulièrement important d'avoir une équipe qui est crédible et d'avoir au niveau des ressources humaines qu'on va mettre dans le projet, je dirais, une attention particulière. Donc, c'est le métier d'HTI, en fait. HTI a été fondé par des personnes qui venaient de l'industrie médicale. Ça fait maintenant 25 ans. Et connaît bien le milieu de l'industrie. Alors, c'est de la deep tech, la health tech, on va dire, hein, plus particulièrement, mais je pense que ça fonctionne de la même manière pour d'autres spécialités de deep tech. Et en fait, notre métier, c'est de trouver les bonnes personnes pour rentrer dans les entreprises au bon moment du développement du projet. Et ça varie bien sûr. Bien souvent, une start-up commence avec le fondateur, le ou les fondateurs, qui sont bien souvent des scientifiques. Et il va falloir assez rapidement intégrer d'autres talents, d'autres compétences, faire grandir, si possible, ceux qui sont là, ou alors trouver des talents complémentaires qu'on va pouvoir faire rentrer dans la structure et qui vont justement aider le projet à se positionner au niveau de
de son marché, à trouver le marché. Et ce qui est important, c'est que HTI, par exemple, enfin, il y a d'autres cabinets, bien sûr, mais HTI connaît bien le marché de la santé depuis très longtemps. Et que du coup, c'est important pour nous de savoir définir avec la personne qui est à la tête du projet son besoin, de bien comprendre à quel moment de son développement il est, quel est le besoin exact qu'il a pour trouver la bonne personne. Donc l'identification du talent suppose un travail d'analyse en amont que l'on fait beaucoup parce que c'est notre, voilà, notre spécificité chez HTI et que ça demande, je dirais, une bonne connaissance des marchés et de la manière dont ça fonctionne. Après, bien sûr, il y a, comme tu l'as dit, toutes les activités d'accompagnement. Donc, faire grandir une équipe, savoir la positionner, la faire évoluer certains talents particulièrement quand ils vont passer à une étape supérieure du développement du projet. Et tout ça, bien sûr, c'est le métier d'HTI. Merci beaucoup, Anne. Ça nous annonce des échanges passionnants. Nicolas, alors Nicolas Mrézia, merci beaucoup, Nicolas, d'être avec nous. Alors, toi, tu es un jeune entrepreneur, puisque maintenant, tu es le directeur général de Sublime Énergie. Tu vas nous en parler un petit peu. Mais tu as passé d'abord une carrière de plus de 20 ans dans l'industrie chez Vallourec. Absolument. Alors, tu es dans l'écosystème PSL parce que tu exploites une technologie portée par Mines PSL. Tu as fait une formation aux mines dans l'écosystème PSL. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à être DG de Sublime Énergie? Oui, alors effectivement, moi j'ai eu une carrière d'ingénieur assez traditionnelle. J'ai passé 23 ans dans un grand groupe industriel français, travaillé sur la R&D, l'innovation, etc. Et puis il se passe parfois qu'il y a des petits incidents de parcours. La division dans laquelle j'étais a été rachetée par un concurrent qui a restructuré. Voilà, et on se retrouve un peu du jour au lendemain à se poser des questions, à se dire il faut se réinventer un avenir. Et là, j'avais la chance d'avoir travaillé pendant plusieurs années avec l'École des mines de Paris sur des sujets d'innovation. Et j'ai eu vent effectivement de la création d'un master spécialisé qui était assez particulier parce qu'il s'adressait exclusivement, vous étiez très sélectif en fait, il s'adressait exclusivement à des seniors. Enfin, il fallait justifier d'avoir travaillé pendant 20-25 ans pour pouvoir prétendre à ce master. Ce master, il avait donc, outre l'originalité du recrutement, il nous a permis d'apprendre à ce que c'est qu'une entreprise, à devenir entrepreneur, le management de l'innovation, la théorie CK, etc. Et puis surtout, il nous a mis en relation avec des chercheurs qui avaient ce qu'on appelait des embryons de technologie disponibles dans les labos, des choses qu'on avait la possibilité de prendre et monter une start-up avec. Donc voilà, on a fait ça pendant 1 an. C'est vraiment une expérience absolument extraordinaire qu'après une vingtaine d'années dans le milieu industriel, de s'arrêter un peu du jour au lendemain et de retourner à l'école. C'est vraiment une chance incroyable. Et puis on redémarre et on a la chance de bénéficier de toute notre expérience antérieure et puis l'état de l'art de ce qu'il y a dans les meilleures écoles françaises pour démarrer ce genre de projet extraordinaire. Alors, je me suis associé avec un autre étudiant, un tout petit peu plus vieux que moi, Bruno Adémar, pour monter Sublime Énergie, et on s'est associé également donc, avec un chercheur de l'École des mines de Paris, Rodrigo Rivera, qui lui, avait trouvé une technologie au sein de son laboratoire, le Centre d'efficacité énergétique des systèmes, une techno c'est de la thermodynamique finalement, une techno assez amusante qui permet de liquéfier le biogaz. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les détails techniques, mais on a décidé de monter Sublime Énergie autour de cette techno. Et pour vous dire 2 mots de ce qu'on fait, Sublime Énergie, c'est une société qui a finalement 2 ambitions. La première, je dirais, elle est de décarboner le monde dans lequel on est, donc de substituer les énergies fossiles par des carburants plus respectueux de l'environnement, typiquement remplacer du diesel par du bio-GNV d'un côté. Et le deuxième objectif, il est d'augmenter le revenu des agriculteurs, ce qui n'est pas un petit problème. Et notre techno, précisément, elle permet de faire le lien entre le monde agricole, qui a des déchets, qui peut méthaniser ces trucs-là, mais qui sont souvent loin, perdus dans les campagnes, etc. Et on peut, grâce à cette technologie, liquéfier
le biogaz qui est généré et le transformer en carburant pour alimenter des camions plus loin. Voilà le projet sur lequel on s'est lancé. Et comme en plus, on est arrivé à l'école des mines à l'époque où il y avait les sociétés à émissions qui se sont montées, qui étaient largement inspirées des travaux des mines, on en a profité pour constituer notre société comme une société à mission. On était la 8e société à mission française à se créer. Et on a été suivi juste derrière par une petite coopérative laitière qui s'appelle Danone, d'ailleurs, pour la petite histoire. Merci beaucoup, Nicolas. Ça va nous laisser plein de temps pour les questions. Et merci beaucoup. Albert David, professeur des universités à Dauphine PSL. Alors, Albert, tu as, alors, je ne vais pas dire trop long, parce que tu as une grande expérience, puisque tu diriges un master en technologie de l'innovation, des technologies et de l'innovation au sein de Dauphine, en partenariat aussi avec l'École des Mines, mais depuis longtemps. Voilà, j'ai même eu la chance d'avoir eu certains de mes collaborateurs qui sont passés par cette formation d'excellence. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots peut-être un peu de retour d'expérience de ces jeunes et ces moins jeunes que tu as formés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et par rapport à cette formation des acteurs, fondamentalement, quelle est ton expérience sur ces créations d'entreprises et d'implication dans la deep tech? Merci beaucoup pour l'invitation et cette occasion de partager un peu d'expérience. Peut-être 3 points centralement. Ces étudiants, sur quels critères on les recrute et qu'est-ce qu'on leur propose? Deuxièmement, dans quel écosystème est-ce qu'ils rentrent et comment on travaille ensemble? Et troisièmement, peut-être quel genre de recherche on fait sur l'entrepreneuriat innovant et comment ça nourrit à la fois les programmes et une partie de leur carrière future. À Dauphine, il y a plusieurs masters qui, d'une façon ou d'une autre, parlent d'entrepreneuriat d'innovation. Je ne vais pas faire toute la liste, mais il y en a au moins 3 ou 4. Et il y a aussi un programme talent dès la première année, en fait, qui initialement incluait des artistes et des sportifs. Et on a rajouté les entrepreneurs quand ils voulaient entreprendre avant d'être en master, parce qu'on s'est dit c'est un peu bête d'attendre le master 2 pour créer son entreprise si on a une idée avant. Donc on essaie de développer une forme d'agilité. Donc il y a ce master management de l'innovation qui est au sein de PSL porté par Dauphine et les Mines. Et le M2 s'appelle MTI, effectivement, Management de la technologie et de l'innovation, qui est aussi en partenariat avec un petit morceau du CEA sur le plateau de Saclay, via l'INSTN. Il y a un Master 2 qui s'appelle Entrepreneuriat et projets innovants, un autre qui s'appelle Conception et innovation en management, et encore un qui s'appelle Industrie de réseau et économie numérique, qui a une majeure innovation parmi 3 ou 4 options en cours de M2. Et puis il y a des cours de management de l'innovation dans d'autres masters qui sont des cours ponctuels, mais ça diffuse pas mal. En termes d'évolution du paysage, depuis 10-15 ans, beaucoup d'entreprises, petites ou moyennes ou grandes, ont développé un attrait pour l'innovation, se sont structurées. Et donc nos jeunes trouvent des boulots dans des choses qui s'appellent maintenant direction de l'innovation, mais il n'y avait pas forcément ça il y a 10-15 ans. Alors, sur quels critères est-ce qu'on les recrute? C'est important. Pour ce qui est du master que je co-dirige avec ma collègue Sophie Hoge aux Mines et puis Lionel Montolu à l'INSTN, il y a 2 critères. Est-ce que vous êtes entreprenant et est-ce que vous avez le sens du collectif? Ça marche. On fait juste de la bonne GRH, en fait, et on recrute une promo qui est composée pour moitié sur 36 étudiants d'ingénieurs ou de docteurs en sciences dites dures, et pour l'autre moitié de gens qui viennent d'un parcours sciences humaines et sociales. Mais alors, je dirais, peu importe, management, économie, sociologie, Sciences Po, design, droit, histoire, ça m'est égal, du moment qu'il y a cet esprit d'entreprendre et ce sens d'équipe. Et du coup, on a des gens qui sont à la fois bosseurs, volontaires, responsables, et dans le monde qui vient, comme on dit, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on leur propose et dans quel écosystème ils rentrent? En réalité, il y a à la fois le contenu des programmes. Pour ce qui est de ce master management de l'innovation, par exemple, en M2, ils ont évidemment des cours, y compris des cours d'ingénierie de l'innovation sociale, par exemple, ou d'innovation managériale. Il y a des cours de financement de l'innovation, il y a des cours de marketing, de stratégie, etc. Donc on combine autour de l'innovation un certain nombre de compétences clés, mais ils ont aussi des missions professionnelles qui font partie du programme, mission business plan pour des vraies startups, mission de prospective technologique sur des sujets techno, au sens un peu large, ça peut être de la technologie sociale, comme on dit, et puis conception innovante, en particulier. Moi, j'ai passé 16 ans aux Mines avant de créer mon équipe à Normal Sup Cachan, puis à Dauphine, et du coup, on a fait de l'essaimage sur toute cette tradition autour des travaux des collègues des Mines. Et
évidemment, ces missions professionnelles les obligent à avoir une mission professionnelle, c'est-à-dire à prendre l'habitude, s'ils ne l'avaient pas déjà, de respecter des engagements, de donner des livrables de qualité, d'avoir des relations avec des clients, etc. Et puis, il y a des projets menés par les étudiants, le voyage d'études, la conférence, etc., mais qui sont aussi évalués dans le cadre du programme. La deuxième partie de l'écosystème, c'est que, je vais le dire, brosser très rapidement, quand vous entrez dans ce master, côté Dauphine, vous avez le programme, vous avez le labo Dauphine Recherche en Management, dont l'équipe MLab, qui s'intéresse spécialement à l'innovation et à l'innovation en management, mais vous avez l'incubateur, vous avez le cercle de l'innovation, qui est un type de chaire que j'ai créé moi en 2013 à Dauphine, et puis côté mine, vous avez à peu près l'équivalent, vous avez le CGS et eCube, pour le labo qui traite de ces questions, vous avez la chaire TMCI, Théorie et méthode de la conception innovante, la chaire gouvernance et entreprise, j'ai peur de mal me rappeler le nom, ou théorie de l'entreprise, avec mes collègues Blanche Segrestin et Kevin Levilla. Et puis au CEA, c'est pareil, il y a des labos, il y a tout un tas de choses. Lionel Montoliu, notre collègue qui co-dirige côté CEA, il a dirigé pendant des années des incubateurs. Donc il y a une espèce de culture de l'entrepreneuriat qu'on essaie de transmettre. Et puis la troisième chose, c'est le genre de recherche qu'on fait. Je vous donne juste un exemple. Impulse Partners est une société de conseil, enfin, qui se présente comme intermédiaire d'innovation dans le domaine de la construction entre des grands groupes et des startups. Et j'ai eu un doctorant, Antoine Tuillier, qui a terminé sa thèse l'année dernière, sur est-ce qu'on peut imaginer des façons un peu innovantes et originales d'incuber en fait, des projets. Et on a mené un travail au cours de sa thèse qui consistait à se dire, on va prendre les pitchs, on va essayer d'avoir un regard critique sur ces pitchs. Bon, c'est une espèce de rhétorique narrative, hein, cette affaire-là. Essayons de voir ça autrement. On a pris, je vous le fais court, on a pris 120 pitchs de start-up, on a décortiqué ça, on a fait l'analyse de leur structure conceptuelle et on a corrélé ça avec les évaluations des jurys. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les pitchs qui sont bien fichus du point de vue architecture conceptuelle, c'est-à-dire quand c'est clair qu'il n'y a pas juste l'idée, mais l'idée reliée à une architecture plus large, et l'idée bien située là-dedans, on a l'impression que le pivot, il est dans cette arborescence-là, d'une certaine façon, et on s'aperçoit que le jury valorise ça. Quand, en revanche, la structure présentée est floue, un peu mal fichue, ou l'idée, elle a l'air de dire qu'on va pouvoir tout faire, c'est beaucoup moins valorisé. Et donc, on est en train d'imaginer avec cet ex-doctorant, maintenant, puisqu'il est docteur, et Impulse Partners qui bosse avec nous, on essaie de mettre au point, de concevoir ce que pourrait être ce moment entre le début de l'idée, comme disait notre collègue à distance tout à l'heure, et l'incubateur. C'est quoi cet espace-là? Comment on explore ce moment, hein, en mode un peu collège de l'inconnu, pour reprendre une expression de mes collègues d'EMI. Voilà, comment on conçoit ce moment-là? Et évidemment, nous, ces résultats-là, ils ont des répercussions assez directes sur nos façons d'enseigner, nos relations avec l'incubateur, ce qu'on dit aux étudiants qui ont un projet de création d'entreprise. On peut les embarquer dans des recherches de ce genre au passage. C'est juste un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Mais voilà, il y a cette logique de recrutement, structure des programmes et écosystèmes, et puis évidemment, c'est la logique PSL aussi, mais partout, hein, de nourrir ça par une recherche à la fois très exigeante, assez fondamentale et appliquée en même temps, d'une certaine façon. Merci, merci beaucoup Albert. Alors il y a déjà quelques questions du public, mais on a un petit peu de temps, donc je vais prendre une question pour chacun. Je vais peut-être commencer par une question pour Robert, qui est en ligne avec nous. On a souvent cette question, tu l'as évoqué, donc de l'hypercroissance des startups. Hein, donc effectivement, dans ce domaine de la deep tech, elles n'ont pas forcément de modèle économique, mais elles vont lever de l'argent et donc elles vont croître très vite. Elles vont après, dans un deuxième temps, peut-être acquérir sur un marché. Et du coup, ma question, elle est sur ce positionnement entre former des talents et recruter des talents. Donc, d'avoir un petit peu ton retour d'expérience, puisque évidemment, on est sur un atelier aujourd'hui où il faut former des personnes. Mais justement, à quel niveau on doit se dire, et ce sera une question qui va aussi déboucher pour Anne, par la suite, tu l'as compris, entre une équation qui est de dire il faut former des gens, mais peut-être il vaut mieux investir dans du recrutement, voire les deux, voire former aussi ceux qu'on est recrutés. Quel est ton retour d'expérience par rapport à ça sur tes startups que tu accompagnes? C'est une excellente question. Alors, nous, en fait, quand on a lancé le programme, au niveau de l'entrepreneuriat scientifique, on entendait souvent
pour que ça marche, il faut mettre ensemble un jeune HEC, on peut remplacer HEC par ESSEC, EM Lyon, etc. Je ne fais pas du prosélytisme pour HEC, avec un scientifique et tout va marcher parce que le jeune, il aura la pêche, etc. Et puis il a la tête bien faite, ça va marcher. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que sortir d'école de commerce, ça n'apporte pas forcément les bonnes compétences quand on parle d'entrepreneuriat deep tech, qui est souvent en fait des startups industrielles, où ce qui va être important, c'est de bien comprendre les marges d'un certain secteur, quels sont les us et coutumes dans telle chose, telle chose, telle chose. Donc, en fait, c'est quand même bien d'avoir de l'expérience industrielle là-dessus. Du coup, cela étant dit, nous, ce qu'on aime bien, c'est plutôt voir des gens qui ont fait 5, 10, 15 ans de carrière dans une industrie particulière, accompagner l'arrivée d'une technologie émergente parce qu'ils vont vraiment avoir un input intéressant au-delà de leur énergie et d'une nouvelle vision des choses dans la création de la startup. Et on se dit que ça donne des startups qui ont quand même beaucoup plus de chances de réussir parce qu'en plus, les gens ont une première aventure, une première expertise. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que la deep tech, finalement, c'est un peu le nouveau nom pour innovation de rupture. On ne sait jamais où on va parce que par essence, ça n'a pas été fait avant. Donc, c'est généralement très dur de recruter uniquement des gens qui ont déjà fait, et en plus, c'est extrêmement coûteux aussi. Et puis, tout le monde n'a pas envie de prendre le risque. Donc, il faut miser sur des talents qu'on forme en interne. Là où ça marcherait très bien, c'est quand on arrive à avoir un mix de 3-4 experts qui ont qui ont de la bouteille, qui connaissent le business, qui viennent avec un réseau en plus et qui savent comment parler aux clients, qui sont en capacité de donner une vision. Parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont très long terme. Maintenant, on ne peut pas se dire juste financez-moi, on verra plus tard ce qu'on vend. Il faut savoir, pour bien faire le développement, il faut savoir où on veut aller, qui on sert, quels sont les problèmes qu'on va essayer de résoudre. Et ça, des personnes qui connaissent bien l'industrie vont pouvoir aider là-dessus et miser sur la formation en interne de talents, de gens qui ont la tête bien faite, parce qu'en fait, on va dans l'inconnu. Donc, il faut des gens qui ont énormément d'énergie, brillants, qui vont en plus se former eux-mêmes et devenir des experts de leur domaine qui n'existaient pas 1 à 2 ans auparavant. Merci beaucoup, Robert. Du coup, c'est le principe de la table ronde. Je vais rebondir pour donner la parole à Anne sur cette question. Justement, donc le président Alain Fuchs, en introduction, a parlé de cette culture de l'innovation. Albert a évoqué que dans notre écosystème APSL, on avait cette chance, et je pense que c'est vrai, d'avoir cette culture de l'innovation et d'entrepreneuriat sur plusieurs pôles. Alors évidemment, sur la partie deep tech, comme le dit Robert, c'était ce qu'on faisait sur l'innovation de rupture. Est-ce que ça veut dire pour vous, puisque sur la partie santé, comment est-ce que vous évaluez les profils? Ça veut dire recruter quelqu'un qui va venir renforcer l'équipe, alors que ce soit un directeur général ou un chef scientific officer. Est-ce que ça veut dire que vous le jugez sur son passé, sur ses actes, ou vous lui laissez aussi une petite chance parce que comme on est dans l'inconnu, finalement, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a déjà monté 3 startups de rupture et qui les aurait déjà revendues et qui serait disponible sur le marché du travail et qui vous attendait votre coup de fil. Alors comment vous faites pour résoudre cette équation? Oui, effectivement, c'est toute la difficulté du métier de chasseur de tête. C'est d'évaluer bien la technique et où en est l'équipe en termes de ses compétences internes aussi, et qu'est-ce qui manque en fait dans les talents de l'équipe, et de voir ce qui va être un élément très important. Par exemple, je vais te donner des exemples, c'est peut-être plus parlant. On a fait, il n'y a pas tellement longtemps, un diagnostic dans une start-up qui cherchait plusieurs types de profils. Et avant de se mettre en chasse, on a fait une analyse avec eux de où on en était au niveau d'équipe, des méthodes, de ce qu'ils avaient mis en place, etc. Et qu'est-ce qu'il fallait ensuite chercher. Ça nous a permis d'affiner, je dirais, beaucoup la recherche et de trouver. On s'est rendu compte que dans l'équipe, en fait, ils avaient beaucoup grandi, comme dans beaucoup de startups, ils avaient grandi vite. Ils étaient passés du stade on est 3 et on se parle directement du stade on est 20. Et puis du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un système de communication direct et fluide s'il n'est pas organisé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait pas dans le profil de la personne, qui pourtant devait aussi avoir un profil technique, parce qu'il s'agissait d'un Chief Operating Officer. Et cette personne-là, il fallait avant tout qu'il soit un manager.
Et la difficulté, ça a été de le trouver avec une maturité suffisante pour avoir justement une expérience managériale déjà confirmée, et puis la possibilité de savoir faire grandir les personnes qui étaient dans l'équipe et qui finalement se trouvaient un peu à la croisée des chemins et savaient pas trop comment ils allaient pouvoir, quel était leur futur dans le projet. Quelqu'un qui savait aussi mettre de la structure, qui savait mettre du process dans l'entreprise. Et ça, c'est des profils qu'on va trouver dans des startups qui ont déjà un peu évolué. Ou alors, pourquoi pas dans des grands groupes, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de passages de groupes plus importants. On en a eu plusieurs exemples dans l'après-midi vers les startups. Et là, il faut que nous, on évalue la capacité qu'a cette personne, justement, de s'adapter au mode de fonctionnement start-up, c'est-à-dire d'être suffisamment opérationnel, parce que ça, c'est compliqué aussi pour des gens qui viennent des fois à des grands groupes, de se rendre compte que il faut se retrousser les manches et que un matin, il faut débarrasser la table de réunion parce que personne ne l'a fait la veille et que vous avez une réunion qui démarre. Et puis, en même temps, il faut être capable de faire un plan stratégique à 3 ans, etc. Donc, ce type de profil-là, c'est aussi un peu le talent de savoir c'est important de savoir les calibrer, on va dire, suffisamment. Voilà. Merci Anne. Albert, est-ce que tu souhaites réagir aussi? Et puis une question aussi qui est pour toi, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'évolution de tes profils, parce que tu as un beau retour d'expérience là-dessus. Est-ce que tu as vu une évolution de tes profils qui venaient candidater à ton master, ou est-ce que c'est les mêmes qu'il y a quelques années? Petit point de réaction, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Robert sur le fait que le binôme commercial-ingénieur a vécu dans sa forme classique, ça ne marche plus comme ça. Et dans mon expérience, il faut que les gens qui ne sont pas ingénieurs ou scientifiques au sens classique du terme deviennent des généralistes acceptables du domaine technique. Pour ce qui me concerne, à force de faire des ateliers d'innovation avec Thales, Safran, la SNCF, Merck et d'autres, on finit par devenir des généralistes acceptables, donc pas des spécialistes, mais ça permet de discuter. Et ce qu'on transmet aux étudiants, c'est que, y compris ceux qui ont fait des études de pure sciences humaines, si j'ose dire, ils sont capables de comprendre ce que c'est que la chimie de l'eau, l'osmose inverse ou une électromembrane. Parce que c'est le concept qu'il faut comprendre, ce n'est pas le détail. Et l'autre chose, c'est que dans cette expérience-là, on va aussi pouvoir discuter recrutement. Je vous donne juste une anecdote. Il y a quelques temps, un directeur des ressources humaines m'apostrophe un peu après une présentation que j'avais faite et qu'il avait trouvé un peu théorique. Et il me dit, mais très concrètement, moi, je veux recruter des experts qui aient le sens de l'innovation. Je fais comment? Et j'ai dit, écoutez, je vous donne une astuce. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais essayez la prochaine fois. Le prochain candidat, vous le recevez, votre expert, là, et puis au milieu de l'entretien, vous faites entrer un autre expert d'un autre domaine qui explique en 2 minutes son domaine à votre candidat. Et après, vous donnez 30 secondes à votre candidat pour lui poser une question intéressante à l'autre. Et ben, s'il n'y arrive pas, vous ne le prenez pas. Voilà, ça c'est le point de réaction. Rapidement, sur l'évolution des profils des étudiants. Sur le master de MTI, on a quelques statistiques. 2 ans après, on a plus de 60% des étudiants qui sont dans des structures de moins de 250 personnes. Donc sur ces formations-là, je ne veux pas me prononcer sur les autres, on a un attrait pour des structures plus agiles, plus petites. Et ceux qui sont dans les grands groupes sont plutôt dans des directions de l'innovation ou dans des endroits de ces grands groupes qui sont plutôt en décalage agile par rapport à la tendance centrale, j'allais dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, évidemment, l'innovation montant en flèche du point de vue de son attractivité et de sa diffusion dans l'ensemble des milieux socio-économiques, ces formations-là deviennent particulièrement attractives et on a limite trop de candidats. Il n'y a pas assez de formations à l'innovation ici et là pour absorber toute la demande. Je suis obligé, de faire une sélection qui va au-delà de ce que j'aimerais faire. J'en prends 36 en M2. Les 36 suivants, ils étaient peut-être très bien aussi. Et on a envie de dire aux jeunes, allez, venez, on va faire des super trucs ensemble. La troisième chose, c'est une évolution du spectre de leur centre d'intérêt. C'est-à-dire que, alors qu'au début, c'était très... ceux qui avaient un profil ingénieur, c'était innovation techno, et puis les autres, ils apprenaient un peu aussi dans cette conception plus classique. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, et on a des gens qui vibrent en quelque sorte pour de l'innovation sociale, pour de l'innovation environnementale, et pour une approche plus globale.
Et je terminerai par là, à ce stade, on a des jeunes qui ont en tête qu'ils ont envie d'être utiles là où ils sont. Donc on a aussi des changements de la façon d'anticiper la suite de leur parcours, et ça c'est intéressant. Vu comment on les recrute, en plus, nous, finalement, par certains aspects, on leur transmet un tas de trucs, on les entraîne, mais on est aussi des managers de leurs énergies, et il faut savoir les écouter et les accompagner. Merci beaucoup, Albert. Alors du coup, ça va me permettre de faire le pont avec Nicolas. Donc tu as suivi, tu l'as dit, le master Deep Tech Entrepreneur Second Life à l'école des mines. Il y a une question qui a été posée par le public là, qui est affichée, c'est, et je pense qu'elle elle est bien pour toi, est-ce qu'il y a un golden age? Quel est le bon âge pour entreprendre? Alors c'est vrai que les études nous montrent que l'essentiel aujourd'hui de l'entrepreneuriat est plutôt orienté par des jeunes, voire des très jeunes, moins de 25 ans, qui ont effectivement moins de problématiques financières derrière. Mais du coup, il y a quand même de l'expérience avec l'âge. Alors, est-ce que là-dessus, tu peux nous en dire Oui, alors ça serait bien présomptueux de ma part d'affirmer qu'il faut absolument avoir 50 ans pour réussir. On n'en est pas encore là. Par contre, je me rappelle d'une étude qui a été faite, qu'on a partagée avec moi. Je ne sais pas si, Cédric, tu dois t'en souvenir aussi, qui avait démontré que les chances de survie d'une start-up étaient assez corrélées en fait, avec l'âge du capitaine, je dirais. Je n'ai pas la source avec moi, mais ça va pouvoir se retrouver. Alors, c'est statistique, hein, évidemment. Ça ne veut pas dire que si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas réussir. Je pense que forcément, l'expérience est un atout. Je veux dire, en 23 ans dans ma boîte, dans des positions de manager, j'ai été confronté à tout un tas de situations les plus tordues qui soient, que je ne vais pas énumérer ici. Je me suis pris des claques, j'ai fait des erreurs, et ça, c'est de l'expérience. Alors forcément, maintenant, j'espère, en tout cas, faire en sorte que dans cette nouvelle aventure, tout ça, c'est de l'expérience qui va faire qu'on va sans doute faire moins d'erreurs qu'un petit jeune qui commence, qui a peut-être la tête bien faite, pleine de théories, etc., mais qui n'a pas été confronté à des situations managériales que de toute façon on n'apprendrait jamais dans les écoles. Donc c'est un atout, à mon avis, d'avoir ce type d'expérience. Merci beaucoup, Nicolas. Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, et du coup, j'aimerais clôturer sur cette question qui est cette question de l'atelier. Cette question de l'atelier, c'est la formation à l'entrepreneuriat. Alors, Nicolas, je vais peut-être te poser la question à toi, et puis rebondir en une minute pour ceux s'il y en a un qui souhaite rebondir. Qu'est-ce que tu as retenu le plus? Qu'est-ce qui a été le plus utile dans ta formation à l'entrepreneuriat? Quelle a été la compétence ou la connaissance la plus utile que tu n'aurais pas pu avoir par la formation, en sachant que tu es dans une formation deep tech, donc c'est-à-dire que tu as eu accès au laboratoire, tu as découvert un monde des chercheurs, et que finalement tu as décidé de garder, tu ne les as pas rejetés. Oui, alors moi j'ai fait toute ma carrière dans la R&D, donc j'étais déjà, et j'ai travaillé avec des startups dans le cadre de ma boîte, etc. Donc j'étais quand même relativement habitué, je veux dire, à travailler avec le monde de la recherche, du développement, etc. Ce qui était complètement nouveau pour moi, c'était le monde de l'entrepreneuriat. Et pour vous révéler quelque chose, j'ai jamais pensé dans ma vie, avant d'être dans cette situation, à devenir un jour entrepreneur. Ça n'a jamais été un rêve pour moi, même je vous l'avoue. C'est un peu un concours de circonstances qui fait qu'un jour, je me suis dit, finalement, pourquoi pas? J'en ai la possibilité. Et je l'ai fait, quoi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs nés, qui rêvent de ça toute leur vie. C'était absolument pas mon cas. Donc moi, ce que cette formation m'a apporté, c'est tout le reste. C'est tout ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire lever des fonds, qu'est-ce que ça veut dire les aspects commerciaux aussi, dans certaines mesures. Voilà. Donc j'ai découvert tout ça avec beaucoup d'intérêt. C'est venu compléter toute l'expérience que j'avais plutôt du domaine technique auparavant. Merci beaucoup. On aimerait y passer des heures, mais malheureusement, il faut laisser aussi la place à nos collègues. Merci beaucoup. L'écosystème PSL, il est là aussi, et j'en profite pour accueillir aussi. Vous l'avez vu, on a beaucoup de partenaires, nos collègues de Deep Tech Founders, nos collègues d'Agoranov, nos collègues qui travaillent dans le recrutement. Il n'y a pas que les académiques et les acteurs de l'innovation d'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, nos coordonnées sont publiques, donc n'hésitez pas à nous consulter. Vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Merci beaucoup. Et je laisse la parole et on va applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.